Regarde autour de toi en ce moment. Il y a clairement des livres qui traînent. Eh bien, dans ce jeu de rôle, chacun de ces livres peut devenir ton grimoire. On vient tout juste de le voler. Tu sais pas comment lancer des sorts? Moi non plus. Et c'est ce qui fait que ce jeu est complètement éclaté. Bienvenue dans Thieves of the Tome. Ici Steven Slab de la chaîne Co-Critique et aujourd'hui je vous présente et je vous fais ma critique du jeu de rôle Thieves of the Tome, un jeu de rôle acid punk coopératif complètement original. À vrai dire, c'est la première fois que je voyais ça. C'est un jeu de rôle qui utilise des livres physiques qu'on retrouve chez soi pour créer l'univers, pour créer des adjuvants, des opposants et surtout pour créer des sorts qui, quand ils sont lancés, sont complètement fous. Ça crée des scènes extraordinaires, exceptionnelles, éclaté, étrange. Eh bien, on se lance tout de suite dans cette critique de Thieves of the Tome. Thieves of the Tome est une création originale de George Philbrick, publiée chez First Pancake Studios. C'est disponible en ligne sur DriveThru-RPG ou en format physique aussi, c'est possible. Si vous êtes en Europe, un petit peu plus difficile au Québec, mais ça peut quand même se trouver en ligne. L'art à l'intérieur, c'est une collaboration avec l'artiste punk Tom Lowell et Grayson Philbrick. C'est super acid punk, c'est éclaté. Vous allez voir au cours de la vidéo des images. C'est quand même assez esthétiquement très coloré, vous le verrez. Et le jeu a été financé, a été créé dans le cadre du Zinmonth 2025. Donc, c'est quand même tout récent. Ça fait pas longtemps que c'était sorti en version complète, version finale. Donc, vous pouvez aussi la trouver en ligne ou en format physique assez facilement. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et voici le concept en une phrase. Des mages malveillants ont volé la magie de tous les royaumes depuis la bibliothèque de Nazar. Vous êtes des voleurs ordinaires. Vous ne savez pas lancer de sorts, mais vous allez quand même les lancer avec des livres volés. Et ça sera glorieusement chaotique. Thieves of the Tome, c'est un jeu qui se joue entre 2 à 6 joueurs et joueuses, plus le maître de jeu ou la maîtresse de jeu. C'est une session de jeu qui dure environ 2 à 4 heures. C'est conçu pour des one-shots. Vous avez besoin d'avoir un livre par personne à la table, incluant aussi le maître de jeu, n'importe quoi qui se trouve sur vos étagères ou dans vos bibliothèques, en autant qu'il y ait au moins 6 chapitres identifiables. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est pas grave, je vous expliquerai plus tard. Et ça peut vraiment être n'importe quel livre. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Ça fonctionne avec n'importe quoi. C'est ce qui fait que le jeu peut être vraiment intéressant et très créatif. On a besoin aussi des feuilles de personnages, de sorts aussi et de MJ qui se trouvent gratuitement sur le site du studio de First Pancake Studios. Ça prend du papier, des crayons et une poignée de D6. C'est tout. Pas besoin de figurines, pas besoin de cartes, pas besoin de rien d'autre. Juste des livres, des crayons et du papier. Et la première phase du jeu, c'est la bibliothèque de sorts. Donc, avant de jouer, chaque joueur prend son propre livre qu'il a apporté à la soirée, à la table, pour rédiger secrètement ses sorts. Un sort par chapitre pour les 6 premiers chapitres du livre, idéalement. Comme ça, c'est plus simple par la suite dans la partie. Chaque sort, c'est en 3 parties. Le nom du sort, c'est le titre du chapitre, ou la première phase, s'il n'y a pas de titre, justement. Ensuite, c'est le choix, donc une instruction commençant par choisis quelque chose, une personne, un lieu, une couleur, un objet, une scène, peu importe. Et finalement, le troisième élément, c'est l'effet, donc ce que le sort produit sur la cible. Et là, ça peut être super imaginatif, ça n'a pas besoin d'être équilibré, ça peut être super brisé, parce que, je vous l'ai dit, c'est secret. Donc, la personne qui recevra ce dit grimoire ne saura pas vraiment ce que le sort fait au départ, à part le joueur qui a apporté le livre, mais il devra bien sûr se taire puisque les effets de sort ne sont jamais révélés aux autres joueurs dans le jeu. Puis une fois terminé, chaque joueur remet sa fiche de sort qu'il a créée avec son livre au maître de jeu. Son livre est déposé au centre de la table. Pendant que les joueurs rédigent leur fiche de sort pour leur livre qu'ils ont apporté à la table, le maître de jeu, lui, a son propre livre pour préparer, il appelle ça j'ai traduit ça avec la tomialité, le cadre de jeu, le ton, l'esthétique du monde, avec le livre qui a été apporté, la palette, donc là, les lieux, les obstacles, des actions disponibles qu'on peut sortir à tout moment pendant la partie, les antagonismes et les conditions d'évasion, donc ce que les voleurs doivent accomplir pour fuir finalement avec leur grimoire volé. Ça nous amène ensuite à la phase 2, qui est la création des voleurs, donc les joueurs et les joueuses à la table qui créent leurs voleurs de grimoire.
Ce livre volé, il sert aussi à créer le personnage. Donc, le nom, c'est le nom de l'auteur du livre qui peut être un peu modifiable. Les adjectifs du personnage, c'est 3 traits tirés des premières pages qui pourront donner justement des bonus de dés lors des jets qui arriveront plus tard, que je vous expliquerai dans quelques instants. L'inventaire, c'est des objets trouvés dans les premières pages. Les destinées, quand je ferai X chose, je deviendrai Y compétences ou adjectifs. Les malheurs aussi, 3 descriptions négatives qui sont tirées du livre qui pourront arriver plus tard si jamais il y a des... la personne est frappée ou manque un jet. Les spécialités aussi, donc un mot résumant l'espèce de rôle que ce personnage-là aura dans l'équipe de voleurs ordinaires. Et bien sûr, le joueur ne sait pas quels sorts sont dans son tome, qu'est-ce que ça fait concrètement, et c'est ce qui rend la chose un petit peu mystérieuse et très chaotique par la suite. Donc maintenant, la phase 3 du jeu, c'est l'étape de lancer des sorts. Donc voici la procédure et j'ai ici une fiche de sorts qu'on a joué récemment à ma table. Pour vous donner un exemple, c'est le livre Une naissance heureuse qui a été utilisé. C'est un livre sur la naissance, sur l'accouchement et tout ce que ça fait de devenir des parents. Donc le titre du sort que la personne qui joue, qui a une naissance heureuse, qui est son grimoire volé, lui, c'est seulement que son sort s'appelle la poussée. Donc, c'est ce qu'il va utiliser. Donc, le joueur prononce le nom du sort à voix haute. Je vais lancer la poussée. Le maître de jeu, qui a la fiche avec lui, dit OK, parfait, tu dois choisir un objet. Choisis un objet. OK, peut-être qu'il se faisait poursuivre par quelqu'un. Il dit je choisis, le gros conteneur à déchets qui est dans la ruelle. Parfait, dit le maître de jeu. Ensuite, tu vas pouvoir le soulever et le déplacer pendant 30 secondes, cet objet. Et là, lorsque c'est la première fois que le joueur l'entend, il fait comme « Oh, OK! » Donc là, ça tombe quand même bien. Ils décident ensemble, le maître de jeu et le joueur, de ce que ça implique concrètement. Est-ce qu'il peut le lancer? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Et le sort est étoilé sur la fiche. Et pour le relancer, le joueur devra étoiler un de ses malheurs. Donc, quelque chose qui va être négatif pour lui pour le reste de la partie, puisqu'il sait maintenant qu'est-ce que le sort peut faire. Et ce sont les étapes pour lancer un sort à Thieves of the Tome. Quand le MJ lit l'effet à voix haute, ça produit des sorts qui sont souvent absurdes, beaux, chaotiques. C'est vraiment complètement déjanté souvent, puis ça peut créer des scènes très, très, très hilarantes. Et lors de l'évasion, bien sûr, les joueurs peuvent agir ou réagir à des situations, à des actions autres que les sorts. Donc là, si on déclare c'est quoi l'intention, on commence avec un D6, on peut augmenter avec des dés bonus, donc des adjectifs, des spécialités ou des destinées qu'on aura pu étoiler dans le jeu. Ce qui fait qu'on ajoute des D6 à notre pool de dés, notre bassine de D6 qu'on lance. Et si jamais le MJ peut enlever des dés parce que c'est dangereux ou parce que c'est plus dangereux comme effet. Et les résultats, on retient les résultats qui sont les plus élevés. Les 5 et les 6, c'est des succès. Le joueur raconte ce qui se passe, donne un petit peu des détails. Et si c'est de 1 à 4, eh bien, c'est un échec. Et là, le MJ raconte comment ça se passe et la complication. Et souvent, on va aller jusqu'à étoiler un malheur déjà aussi sur la fiche du joueur, qui d'ailleurs, les malheurs doivent être nommés au maître de jeu lorsqu'on agit ou qu'on réagit, si ça peut avoir un effet sur cette action-là. Donc, on perd aussi des dés. Donc, ça devient un petit peu nous mettre des bâtons dans les roues au courant de la partie si jamais on étoile des malheurs sur notre fiche de joueur. Et justement, parlant des malheurs et des destinées, ça, c'est ce qui met de la tension narrative vraiment dans ce jeu de rôle-là. Les malheurs, ils s'étoilent sur un échec de réaction, par exemple, et chaque malheur étoilé risque de retirer, risque d'être un dé de risque, donc quelque chose qu'on enlève de la bassine de D6. Puis quand on a 4 malheurs qui sont étoilés sur notre fiche, eh bien, c'est une mort ou une folie instantanée de notre personnage. Donc, c'est quand même aussi, c'est comme un peu nos points de vie indirectement dans ce jeu de rôle-là. Les destinées, quant à elles, sont plutôt positives et elles s'étoilent quand les conditions sont remplies. Donc, quand je vaincrai un ennemi, je deviendrai puissant. Je donne un exemple très simple qui, probablement, ce ne sera pas ça si vous utilisez vos livres pour créer vos destinées. Mais ça peut nous donner, dans le fond, l'adjectif puissant de plus lorsqu'on demande des dés bonus pour une action ou une réaction. Et ça peut nous ouvrir la voie vers les conditions d'évasion aussi qui nous permettent de remporter ou non la dite mission. Donc, de se sauver, de fuir des forces du mal qui tentent de nous rattraper avec ces grimoires volés. Puis chaque voleur doit étoiler au moins une destinée avant que le groupe puisse fuir. Puis ça, c'est vraiment intéressant pour mettre
mettre un petit peu de couleur puis donner des espèces de sous-objectifs à nos voleurs et voleuses à la table pour amener un aspect un petit peu plus narratif à leur personnage puis mettre un peu plus de couleur à leur personnage, à leur petit voleur de grimoire. Et une autre petite mécanique intéressante, c'est les éclats de tombe. Donc là, c'est quand on lance un sort ou qu'on fait un jet d'agir ou de réagir. Si le résultat des dés donne un résultat inférieur ou égal au nombre de malheurs qu'on a étoilés, donc plus qu'on est dans une situation de danger, plus qu'on est magané, qu'on est blessé indirectement, on peut avoir plus de chances d'avoir des éclats de tombe quand ceci est déclenché. Le joueur, la joueuse ou le maître de jeu, tout dépendamment, là, ça peut être dans le livre, peu importe le livre à la table, on ouvre à une page aléatoire et on lit une phrase qu'on trouve au hasard dans la page. Et là, le maître de jeu va trouver un effet magique positif pour le joueur ou la joueuse qui a eu l'éclat de tombe. Donc, plus vous avez de malheurs étoilés, plus il y a de chances d'avoir des éclats de tombe, ce qui fait que le jeu pousse mécaniquement un peu vers le bord du gouffre. Puis c'est souvent là que les meilleurs moments surviennent. C'est ce qui fait le tour des mécaniques de Thieves of the Tomb. Plusieurs autres petites spécificités, quelques éléments supplémentaires que vous pouvez retrouver directement dans le livre, que vous pouvez d'ailleurs aller vous procurer avec la description de cette vidéo. Et je vais vous partager une expérience de jeu. La fois que j'ai joué à Thieves of the Tomb, tout récemment, à ma table, un peu avant le souper, j'étais allé acheter un livre. Justement, ça tombait, j'avais besoin d'un livre rare sur les monstres du Québec. Puisque je suis conteur dans la vie, donc j'aime ce genre de livre. Puis ça a tombé que la personne qui me vendait le livre avait sur sa table le bouquin Alice de Patrick Sénécal, un auteur québécois. Si vous ne connaissez pas, allez lire ça. C'est assez étrange parce que ce livre-là, il m'a marqué quand j'étais adolescent. Il m'a troublé troublé, mais de belle façon, une écriture super éclatée, c'est intense comme livre. Puis là, je l'ai vu, je dis, est-ce qu'il est à vendre? Il me dit oui, je pars avec ça. Je savais que j'avais besoin d'un livre pour jouer à Thieves of the Tomb, mais ça a été décidé vraiment à la dernière seconde que je prenais ce livre-là avant que les gens arrivent à la maison pour qu'on commence à préparer là, notre partie de Thieves of the Tomb. Et donc là, on arrive, je sors Alice et de ce roman, j'ai construit la toméalité, donc un monde urbain, limite cyborg, un peu capitalisme extravagant, exagéré, la palette, les lieux, les obstacles, les actions possibles, les antagonistes de la partie, dont un certain Martini qui était un serveur dans un endroit où est-ce que les gens riches qu'on appelait les reines et les rois pouvaient finalement organiser des combats de gens, de la plèbe qui se battaient entre eux. C'était assez intense, je vais vous le dire tout de suite. Et j'ai aussi créé les conditions d'évasion, qui étaient ce que les joueurs et les joueuses avaient besoin pour réussir cette mission, se sauver finalement, officiellement, avec leur grimoire volé. Puis pendant ce temps-là, bien, mes joueurs et mes joueuses ont créé leur sort à partir de leurs propres livres qu'ils ont apportés de la maison. Les sorts sur les feuilles que vous allez voir peut-être sur la petite photo que je vous mettrai ici, c'était leur travail, c'était pas le mien. Puis ce que j'ai observé à la table, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que mes joueurs et mes joueuses ont adoré ça, premièrement, là, mais ce qui m'a le plus frappé comme maître de jeu, c'est l'effet de surprise. C'est quand je lisais les effets des sorts à voix haute pour la première fois, puis moi aussi, d'ailleurs, c'était pour la première fois, les joueurs et les joueuses découvraient ce qu'ils lançaient en même temps que moi, puis en même temps que les autres à la table. Ça créait des moments de surprise magiques, partagés ensemble, à l'exception de la personne qui avait écrit le 10 sorts. Mais parfois, c'était pas prévu, puis la situation, la scène faisait que c'était complètement inattendu comme effet. C'était une des choses les plus satisfaisantes que j'ai vécues à une table de jeu depuis longtemps. C'était vraiment des beaux moments là, de surprise. Les sorts étaient absurdes, chaotiques, puis la toméalité d'Alice, là, toute l'espèce d'esthétique que ce livre-là que j'ai choisi apportait, une couleur autour des personnages à la table que je pense qu'ils n'auraient pas choisi consciemment à la base. Puis c'est ça que le jeu vise, de nous sortir peut-être un peu de notre zone de confort, mais d'être créatif, puis de faire quelque chose de collectif, de commun ensemble pour créer un univers en quelques minutes seulement. Et pour terminer, un élément que j'ai adoré à ma table, c'est vraiment que tout le monde
autour là, sentaient que leur créativité comptait vraiment, que ce soit par leur sort, qui faisait parfois briser l'univers en soi, que ce soit par leurs personnages, des destinées qu'ils avaient choisis pour eux, pour elles, ou moi qui créais un monde qui venait d'un livre que je venais tout juste de me procurer. Ça a vraiment créé un sentiment de partager, de communauté, de co-création, qu'on se rassemble ensemble pour créer quelque chose l'instant d'un soir avec des livres comme ça. C'était vraiment un magnifique moment créatif à la table pour tout le monde. Que par la suite, on en a parlé. Ça a vraiment été quelque chose qui est ressorti, qui était unanime sur ce jeu de rôle-là, Thieves of the Tomb. Bon, maintenant, voici ma petite portion critique de Thieves of the Tomb. Donc, je vais vous présenter ce qui fonctionne pour moi et aussi les limites que j'ai trouvées en feuilletant et en jouant ce jeu de rôle à ma table. Pour moi, un des éléments qui est vraiment brillant de ce jeu de rôle-là, c'est dans la phase 1, la phase de création des sorts, qui est comme une espèce de contrat social. Chaque joueur investit dans son propre livre avant de jouer, qui apporte, puis probablement, souvent, ils ont une petite histoire de pourquoi ils ont décidé de choisir ce livre-là, qu'on peut se raconter après, à la fin de la partie. Chaque personne lit, invente, s'approprie un peu ses sorts qu'ils vont inscrire sur sa feuille, puis ensuite, ils remettent ça au MJ et ils savent très bien que quelqu'un va aller voler leur livre. Puis c'est un espèce d'acte de générosité en même temps, mais de vulnérabilité, de créer nos propres sorts qu'on va laisser à la table. Puis ça donne une dynamique qui est assez unique dans un jeu de rôle que j'ai particulièrement apprécié. Ensuite, quelque chose qui est vraiment le fun, qui est vraiment inusité, c'est quand la lecture de l'effet à voix haute de ma part dans ce cas-là, mais que le maître de jeu, mais c'est une réaction commune. En plus, la personne qui a écrit le sort, lui, s'en attend un peu de ce qui va se passer, mais les autres, on ne sait pas du tout. Ça, c'est la mécanique la plus originale que j'ai rencontrée dans un jeu de rôle récemment, du moins. Tout le monde le découvre en même temps. Personne contrôle vraiment le résultat. Puis ça produit des moments que personne aurait pu prévoir. Puis ça, c'est dans l'imprévu, dans le chaotique de ce jeu de rôle-là, puis qui crée des moments vraiment magiques qu'on va se rappeler longtemps, puis qu'on va se raconter ces fameux sorts-là, puis qu'est-ce que ça le fait dans cette situation. Une autre que j'aime beaucoup dans les mécaniques, que je trouve que c'est vraiment brillant, c'est les malheurs. C'est le fait que chaque malheur qu'on étoile, qu'on vient, dans le fond, les dégâts qu'on prend, là, les points de vie indirectement qu'on perd, plus qu'on en perd, plus qu'ils s'accumulent, plus qu'on peut à déclencher l'effet de l'éclat de tombe, qui sont de plus en plus fréquents dans ce cas-là. Ça crée une espèce de courbe de tension qui se gère toute seule. C'est-à-dire que plus que la personne est dans le trouble, plus que les éclats de tombe peuvent permettre d'avoir des effets positifs grandioses. Ça crée vraiment là, des espèces de chutes puis des remontées spectaculaires. Puis le système, il travaille pour la narration, pour l'histoire, pour le fait que ça soit vraiment intéressant, cette partie du jeu de rôle. Et le dernier élément que j'ai adoré, c'est que ce soit un jeu de rôle qui ne prend pas vraiment de préparation. On va dire pratiquement zéro, à part choisir son livre. Pour le MJ puis les joueurs et les joueuses. Donc, on peut sortir ça en 15 minutes, là, l'instant de comprendre les règles. Tout le monde arrive avec un livre, on commence la partie. Oui, on a un petit moment individuel à créer, mais après ça, c'est parti. Et la palette et les conditions d'évasion donnent une structure suffisante pour pouvoir improviser dans la mission, dans l'évasion, sans trop se perdre. On ouvre le livre, on construit notre monde sur place, ce soir même. Ça peut jouer tout de suite, là, comme ça, sans préparation. C'est vraiment, je trouve, un beau jeu de rôle à avoir sur notre table, prêt à tout. Si jamais, je ne sais pas, quelqu'un annule quelques heures avant notre partie de notre campagne longue, on peut sortir ça. Apporter des livres de la maison, un livre de la maison qui vous tente, puis je vous présente Thieves of the Tomb, puis on joue ensemble ce soir, puis on est des voleurs qui lancent des sorts qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Et maintenant, je vais parler quand même des limites parce que j'ai trouvé qu'il y a eu quelques limites malgré tout à ce jeu de rôle. Entre autres, il y a des mécaniques, je trouve, qui sont pas super facilement expliquées dans le manuel. C'est aussi en anglais. Là. D'ailleurs, s'il y en a qui sont peut-être un petit peu moins habiles avec l'anglais, c'est aussi cette contrainte-là au niveau de la langue. Mais malgré tout, je trouvais qu'il y avait des mécaniques. Ça a pris du temps avant que je comprenne bien, là, ça prend une lecture attentive des règles là, pour les comprendre, mais c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous permettre de peut-être un petit peu mieux comprendre les mécaniques du jeu. D'ailleurs, vous m'écrirez vos questions en commentaire de cette vidéo. Ça va me faire plaisir si jamais il y a des petites questions au niveau logistique.
Et l'interaction aussi avec les malheurs étoilés, les dés de risque, ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Le seuil de déclenchement aussi. Mais là, tant mieux si maintenant c'est clair pour vous. Mais pour moi, en lisant le livre des règles, c'était pas si facile que ça. C'est pas vraiment quelque chose qui fait que j'avais pas le goût de jouer, mais ce qui m'a pris un petit peu plus de temps pour bien comprendre les mécaniques puis bien les expliquer aussi aux personnes à ma table. Un autre aussi, c'est une petite limite, mais en même temps, pour moi, ça n'a pas été un problème, c'est que c'est conçu pour les one-shots. Puis c'est clairement assumé, là, avec les malheurs, les destinées. Ça se résout quand même assez vite, donc c'est rapide, c'est dynamique comme jeu. C'est un plus, mais en même temps, ça amène que on ne peut pas vraiment étirer tant que ça ce jeu de rôle-là. Il faudrait comme vraiment des mécaniques ou une structure de progression qui serait plus complexe là, pour pouvoir le faire. C'est pas un défaut, mais c'est un choix du design du jeu de rôle. Mais il faut le savoir. Donc, c'est une petite limite. Et je vous dirais la plus grande limite de ce jeu de rôle, c'est qu'il faut avoir une ouverture créative de tout le monde à la table. Puis ça, c'est peut-être pas le cas pour votre table de jeu de rôle. Il faut vraiment que tout le monde embarque, puis ait le goût de créer des choses ensemble, puis d'être créatif, puis de se laisser aller. Puis parfois, c'est peut-être pas ce qui est voulu, c'est peut-être pas ce que vos joueurs, vos joueuses vont avoir le goût de faire à votre table, ou peut-être même vous. Il va falloir improviser, il va falloir tenter d'adapter peut-être la phrase qu'on lit pour l'éclat de tombe au contexte de la scène que vous êtes en train de vivre dans votre partie. Puis s'il y avait un joueur ou une joueuse qui ne s'investit pas vraiment dans ses sorts, ça pourrait venir peut-être contrer ou rendre ça peut-être un petit peu moins intéressant pour la personne qui a volé le 10 grimoire, par exemple. Mais par contre, pour ceux et celles qui veulent vraiment s'embarquer et qui jouent, eh bien, le jeu est vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Donc, je recommande ce jeu de rôle aux tables qui cherchent quelque chose d'original et de coopératif, aux amateurs et aux amatrices de one-shot bien exécutés, efficaces, aux maîtres de jeu qui ne veulent pas trop faire de préparation, qui peut être quelque chose qu'on sort à la dernière minute, les lecteurs et les lectrices qui aiment lire les livres, qui aiment peut-être les utiliser dans d'autres contextes que seulement la lecture. Ça peut être vraiment intéressant, ça aussi, pour ressortir des éléments d'un livre qu'on aime. Les groupes qui veulent de l'humour, du chaos et de l'imprévu, bien sûr. Je recommanderais peut-être un peu moins Thieves of the Tomb aux tables qui préfèrent les systèmes mécaniquement très, très, très structurés, aux groupes qui cherchent des campagnes longues avec une progression vraiment plus étendue, plus profonde, et peut-être à ceux et celles qui sont mal à l'aise avec l'improvisation et l'écriture créative qui est demandée dans ce jeu de rôle-là. Mais si vous embarquez, par contre, vous avez du plaisir, c'est pratiquement garanti. C'est ce qui conclut ma critique de Thieves of the Tomb. Comme j'avais dit plus tôt dans la vidéo, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des questions sur le jeu, sur le système. Étant donné qu'on est une communauté aussi francophone, ça peut être parfois intéressant si jamais il y a des ambiguïtés au niveau du texte, ce qui est écrit. N'hésitez pas à aller fouiner, à aller télécharger, acheter le jeu Thieves of the Tomb. Les liens seront dans la description de cette vidéo-là. Donc, si tu as des livres chez toi, tu as tout ce qu'il faut pour faire de la magie. N'hésite pas aussi à sortir Thieves of the Tomb un soir que quelque chose qui cloche avec un joueur ou une joueuse et ils ne peuvent pas être là, puis vous voulez essayer quelque chose. Je pense que ça peut être vraiment un jeu de rôle original qui nous amène à être dans un esprit coopératif ensemble. Je pense que ça pourrait même être utilisé, voyez-vous, comme une espèce d'activité de team building, de rassemblement, de rapprochement dans une équipe de travail ou même à une table qui parfois on peut sentir que peut-être il y a un relâchement. Ça peut nous ramener ensemble. Puis moi, ce que j'ai vécu à ma table aussi, surtout, c'est qu'il y a des joueurs, des joueuses qui ont senti un sentiment d'empouvoirment. Ils ont fait « Wow, j'ai été efficace, j'ai créé des sorts, ça crée des belles scènes. » Donc, ça peut être vraiment intéressant. Je vous encourage. Je trouve que Thieves of the Tomb, c'est vraiment un très beau jeu créatif, explosif, éclaté, qui peut créer vraiment des belles soirées, des belles scènes à notre table de jeu de rôle. Donc, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager la dite vidéo, surtout en commentaire. J'aimerais que vous me dites quel livre vous apporteriez à votre table pour jouer à Thieves of the Tomb et pourquoi? Pourquoi vous choisirez ce livre-là? J'ai le goût de vous lire en commentaire de cette vidéo. Ça va me faire plaisir de vous entendre sur vos coups de cœur littéraires. Sinon, n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil à notre Patreon. Nos vidéos sont toujours disponibles une semaine avant la publication sur YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On a plein d'exclusivités, des petits trucs, des sondages parfois. On se pose des questions entre nous. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre Patreon. Ici Steven Slab pour la chaîne Coup Critique et on se dit à bientôt.